Tshisekedi pour vous? Grande question. Un acteur politique de taille, un homme qui a passé une bonne partie de sa vie à se battre pour que le Congo, notre pays, puisse vivre dans la démocratie, pour qu'avec d'autres, nous puissions créer les conditions pour que nous puissions vivre mieux dans ce pays. Il a mené ce combat jusqu'au dernier jour. Bon, c'est un grand patriote. Monsieur Albert Moleka, il est parmi les gens qui ont instauré le système dictatorial de Mobutu, revendicateur de l'instauration de la démocratie. Quelle image l'opinion peut retenir d'Étienne Tshisekedi aujourd'hui? Et vous savez, la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Et je crois que la population congolaise retient d'Étienne Tshisekedi beaucoup plus la dernière partie de son combat. C'est-à-dire pas tellement son implication dans le fait d'asseoir le régime du maréchal Mobutu, mais plutôt sa lutte pour l'état de droit, pour la démocratie. Donc la dernière de sa lutte, c'est ce que les populations congolaises retiendront beaucoup d'Étienne Tshisekedi. Madame Lisette, vous vivez au Canada. Quelle image les Congolais qui vivent dans ce pays ont d'Étienne Tshisekedi? Bien évidemment, ce n'est pas homogène. Il y en a qui respectent son parcours, il y a d'autres qui contestent aussi. C'est ça la beauté même de la démocratie, de ce qu'il a lui-même pu exprimer ou dégager de son parcours même. Donc je dirais qu'il y a ceux qui aiment beaucoup ce qu'il a fait. Comme je dis tout à l'heure, donc c'est mitigé. Il y a ceux qui apprécient ce parcours, il y a ceux qui contestent. Monsieur? Moi, je dirais plutôt le président Titi, c'est un éveil du patriotisme. Au niveau de l'Angleterre, il a vraiment éveillé la jeunesse que nous sommes, que nous étions aussi. Et comme vous remarquerez, ça aboutit au phénomène qu'on a appelé combattant qui a répandu toute l'Europe. Et c'était parti de cet éveil-là, de nous, cadres de l'IDPS au niveau de la Grande-Bretagne. Donc on est d'accord qu'on l'appelle le plus grand combattant, ou le premier des combattants. Effectivement. Monsieur Alain. Les politiciens congolais, vous savez que la colonisation belge ne permettait pas vraiment l'émancipation du Congolais et ne permettait pas facilement le développement d'une élite, surtout au niveau politique. Mais très tôt, ces activistes, qui étaient pour la plupart des syndicalistes ou des jeunes Congolais œuvrant dans le privé, tels Patrice Emery Lumumba, ces gens ont pris conscience du besoin de liberté à travers aussi ce mouvement de panafricanisme qui a secoué la plupart des pays d'Afrique noire. Et je pense que Étienne Tshisekedi a aussi été baigné en quelque sorte dans cet environnement et avec les gens de sa génération, tels que les colonels Mobutu et tous les autres, ils ont essayé tout au début, du moins la première année, de stabiliser d'abord l'État, stabiliser le fonctionnement politique des institutions, ce qui n'était pas facile. N'oubliez pas que cette indépendance, en fait, on nous l'a donnée, mais elle était déjà plombée. En lingala, on dirait Kine la Kibisoango. Elle était déjà plombée, puisque nous devenions indépendants, mais en même temps, le colon nous dépouillait de tous nos actifs. N'oubliez pas, la plupart de nos ressources minières qui étaient ce qu'on appelle aujourd'hui la GECAMINE, à l'époque l'Union minière du Haut-Katanga, du jour au lendemain sont devenues propriété de sociétés de droit belge, non plus de droit congolais. Donc on vous donnait l'indépendance, mais avec rien en poche. Et c'était la situation que ces jeunes politiciens devaient affronter. Alors, Monsieur Moslinga, à vous la parole avant de revenir pour nous asseoir sur la carrière politique. Vous êtes dans le comité d'organisation des obsèques, mais avant tout, vous avez quand même une image de Yachichi
pour vous, qui était-il? Bien, je pense que, comme pour tout homme, la somme d'un homme est faite d'aspects positifs et d'aspects négatifs. Il y en a qui se plaisent à souligner le côté négatif. C'est aussi un effet de mode, je dirais. Mais la somme d'un homme, c'est un tout. Et le tout, ce que Étienne Tshisekedi représente, c'est avant tout un leader et quelqu'un qui a mis fin à la peur que la population ressentait dans ce pays. C'est quelqu'un qui a permis à cette population de se mettre debout, de revendiquer ses droits et de les exprimer à une voix forte et claire. Et je pense que c'est ce que l'on retient essentiellement. Mais il l'a fait surtout de manière non violente. Et ce, dans un contexte où la violence s'exerçait à l'encontre du peuple, mais aussi à l'encontre d'Étienne Tshisekedi lui-même, de sa famille, de ses enfants. Et donc, on ne peut jamais oublier que cet homme-là a, les mains nues, combattu un système dictatorial extrêmement féroce et, en fin de compte, a permis ce que nous vivons aujourd'hui, à savoir une transition démocratique qui s'est faite sans effusion de sang. Merci. On reviendra sur Chance à un moment qui a aussi à côtoyer Tchitchi. C'était dans un contexte précis. On donnera la parole en ce moment-là. Maintenant, on va parler de la carrière politique d'Étienne Tshisekedi. On est en 60 et 65, Corneille Mulumba, et vous êtes déjà là, à ses côtés ou pas. Mais au moins, vous savez déjà. Tout à l'heure, on disait que c'était un peu comme une patate chaude, le pouvoir qu'on nous donnait, effectivement. Mais peut-être que vous direz que c'était pareil, le fait de travailler à côté de Mobutu. Peut-être parce qu'aujourd'hui, on dit, on met sur le dos de Tchitchi la mort de Lumumba, la fameuse lettre du crapaud qui est arrivée au Katanga. Écoutez, oui, ce qui est bizarre, c'est que ce que nous avons vécu en 60, nous l'avons vécu en 97, nous le vivons encore, nous venons encore de le vivre aujourd'hui avec Genève et tout le reste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la tentative par les puissances étrangères de mettre le contrôle, de mettre le grappin sur les commandes du Congo et de ne pas lâcher les Congolais agir. Ils le font au travers des hommes, bien souvent à leur insu. Je pense qu'effectivement, la prise de pouvoir par Patrice Emery Lumumba en tant que Premier ministre, et sa force et son rayonnement, a fait que, justifie d'ailleurs le fait que notre pays ait été éclaté en plusieurs morceaux. Donc on a soutenu les sécessions et tout le reste, comme on a soutenu en 1997 au moment de l'arrivée de M. Laurent Désiré Kabila. Nous avons eu aussi, le Congo a été éclaté, comme nous risquons de vivre encore aujourd'hui avec ce qui est en train de se passer. Nous pourrons peut-être en parler dans un autre cadre. Je veux dire qu'il y a chaque fois une importante, très importante intervention étrangère. Mobutu, déjà la table ronde à Bruxelles, on l'avait déjà repéré par les services de sécurité étrangers. Ils ont besoin de gens comme ça. Et alors, lorsque Mobutu fait son coup d'État en 1995, il dit qu'il prend le pouvoir pour 5 ans. À côté de lui, il y a Étienne Tshisekedi. Éminence crise. C'est une très grande personnalité déjà à l'époque. Déjà en 60, on l'a signé tout à l'heure. Et pour certains milieux étrangers, c'est peut-être le civil qui va remplacer Mobutu au bout de 5 ans lorsque la période de coup d'État aura échoué. Revenir en arrière pour dire simplement que oui, il y a eu toute cette période où effectivement, comme aujourd'hui, nous nous battons. Ce qu'on pouvait ignorer à l'époque, on ne peut plus l'ignorer aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui encore, les Congolais tombent dans le même piège. On nous a beaucoup manipulés, on a beaucoup jonglé du fait qu'on n'avait peut-être pas une longue carrière politique derrière nous, mais notre avantage aujourd'hui, c'est qu'on a derrière nous quand même un certain nombre d'années de gestion par les Congolais, et que donc les pièges dans lesquels nous sommes tombés à l'époque, qu'on pouvait aisément pardonner à ceux qui étaient là à l'époque, parce qu'ils étaient effectivement limités, ne peuvent pas l'être aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'erreurs, ce qu'il y en a commis, c'est comme on a dit tout à l'heure aussi, que mieux vaut la fin des choses que son début. À ce début, effectivement, il y a eu beaucoup d'erreurs politiques qui ont fait que, quelque part, je ne peux pas justifier la lettre. Comme tout le monde, j'ai vu la lettre qui circule. Bon, c'est lui, c'est pas lui, je n'en sais rien. Monsieur Moulumba, on va revenir à vous. Monsieur Moleka,
Est-ce que pendant le temps où vous l'avez côtoyé, est-ce qu'il regrettait ces erreurs commises? D'abord, est-ce que c'est une erreur politique? Parce qu'on est dans un contexte après la guerre froide où nous savons tendance nous on a, n'est-ce pas? Est-ce que le fait de laisser le Lumumba qui commençait à devenir un élément gênant de ce qui vous avez justement donné ce pouvoir-là ne dérangeait pas? Est-ce que politiquement, c'était vraiment une erreur? Écoutez, nous, en jugeant maintenant dans notre génération, nous pouvons considérer que ça c'était une erreur ou c'était pas une erreur. Mais lorsqu'on se met, disons, dans le bain à l'époque, n'oubliez pas, comme vient de mentionner mon frère Corneille, vous aviez d'abord la période, nous étions en pleine guerre froide, donc il y avait deux blocs qui s'affrontaient pour le contrôle de tous les continents, le contrôle des ressources. C'est une situation que nous tendons à retrouver encore aujourd'hui. Il y a peut-être plus de deux blocs, il y a trois blocs maintenant. Et le Congo de l'époque, c'est les États-Unis qui mettaient le grappin sur le Congo et qui devaient contrôler les dirigeants politiques congolais. Ce qu'on a aussi tendance à voir aujourd'hui. Vous savez, à cette époque, on parlait beaucoup du groupe de Binza, qui était composé principalement de Mobutu, Ndele, Bomboko, Nendaka. On ne mentionnait pas souvent Etienne Tshisekedi dans ce groupe-là. Mais n'oubliez pas Mobutu qui a fait son coup d'État en 1965, aidé en cela après par les Américains. Mais Etienne Tshisekedi était recteur de l'ENDA, l'École nationale d'administration, je crois de 62 à 65. L'ENDA qui était financée par la fondation Ford, donc américain. Donc vous aviez tous ces jeunes leaders qui, d'une manière ou d'une autre, étaient associés aux États-Unis. Vous verrez plusieurs photos où ces dirigeants prennent un peu de bon temps dans la résidence de l'ambassadeur des États-Unis, M. Timberlake. Donc c'était une période où il y avait la mainmise des États-Unis sur la classe dirigeante congolaise. Lumumba a dérangé très rapidement parce que Lumumba réclamait non seulement l'indépendance, mais le respect pour le Congolais. D'ailleurs, il a manifesté très tôt, simplement dans son discours du 30 juin, il a tenu à rappeler quand même toute la répression dont le Congolais avait été victime de la colonisation belge. Et cela a été considéré comme une insulte au roi des Belges. Et pour certains, il avait déjà signé son arrêt de mort ce jour-là. Et en Lumumba, nous avons donc une personnalité politique qui, en 6-7 mois, a su focaliser et symboliser cette lutte qui a dépassé, dont l'image a même dépassé nos frontières. N'oubliez pas que très tôt, Lumumba, plusieurs avenues dans la plupart des capitales africaines portaient son nom. Il y avait une université Patrice Lumumba à Moscou, et vous trouviez du Lumumba partout, que ce soit dans les communautés afro-américaines, que même chez les progressistes occidentaux. Donc il avait déjà cette aura qu'il a bâti, si on peut dire, en moins d'un an. Mais vous aviez cette classe dirigeante du futur qui était totalement contrôlée par les États-Unis, par Washington. Et Etienne Tshisekedi faisait partie de ce groupe qui était contrôlé par Washington. Alain Bolodja, vous voulez placer un mot? Oui, allez-y, monsieur Bolodja. Je crois que nous avons tous suivi tout ce qui a été dit, bien que nous n'étions pas là, mais l'histoire nous rapporte qu'il a effectivement été un élément ou un acteur majeur. Ministre de l'Intérieur. Majeur dans tout ce qui s'est fait. Moi, je crois que si nous voulons bien analyser ou sinon présenter la personne, il faut voir le contexte, effectivement. Vers les années 60, c'est-à-dire 65, 67, avec leur fameuse constitution, ils ont eu à sacraliser le pouvoir de M. Mobutu. C'est ce qui a fragilisé l'administration et ce qui nous a amené même à la zaïrianisation.
Et vers les années 90, quand il a commencé sa lutte pour essayer de corriger ses erreurs, je prends ici les années 82, il y a eu pression sur les institutions et c'est ce qui a conduit même au pillage de 91 et de 93. Alors la réalité que nous avons aujourd'hui, effectivement, dans chaque société, nous avons besoin d'avoir des mythes. Nous voulons effectivement qu'il y ait une élite politique sur qui nous pouvons jeter nos regards. Mais fort malheureusement, on se rend compte que l'histoire a été falsifiée. Je ne sais pas pourquoi, mais ce qui est vrai, il est parmi les responsables de ce que nous vivons aujourd'hui. Alors si nous pouvons prendre le côté positif, prenons aussi le côté négatif pour que nous arrivions effectivement à mieux connaître l'homme et à faire une projection. Justement, avant d'y arriver, M. Mulumba, quand est-ce qu'il a compris qu'il fallait mettre fin à la dictature? Écoutez, c'est difficile de dire ça comme ça, mais je pense qu'en 1965, quand le président Mobutu fait son coup Tshisekedi est le numéro 2, Mobutu déclare qu'il prend le pouvoir pour 5 ans. Et de tous, et même dans son esprit, c'est Tshisekedi qui prend le pouvoir au bout de 5 ans. Heureusement que l'esprit n'est pas matériel. Absolument, l'esprit n'est pas matériel. Je pense que la création du MPR et tout ce qui s'en est suivi allait dans ce sens-là. Souvenez-vous, c'était l'époque des partis-États, ce n'était pas nouveau. Et que donc, il devait y avoir des élections, si j'ai bonne souvenance, en 1970. Et un an auparavant, Tshisekedi a été nommé ambassadeur au Maroc. Il a été mis donc à l'écart. Et pendant qu'il est au Maroc, on a restructuré les choses ici. Et Mobutu a pris le contrôle de toutes les institutions avant son retour. Je pense qu'il n'a pas accepté ça, il n'a pas digéré ça. Mais il y avait le contexte à l'époque. Nous sommes là en 70, mais c'est encore, ce n'est pas encore, je veux dire que c'est à ce moment-là quelque part quelque chose a été brisé entre les deux hommes. 5-6 ans après, il y a les élections. Et Tshisekedi se présente comme beaucoup d'autres. C'est là où la plupart ceux qui sont devenus les 13 parlementaires se sont présentés à ces élections. Ils ont été élus. Ils ont eu un mandat populaire. Et que donc, leur pouvoir n'était plus dépendant du fait de Mobutu comme tel, mais ils ont tenu un mandat populaire, ce qui leur a donné une marge de manœuvre beaucoup plus grande. Et ils ont eu l'occasion de l'exprimer quand il y a eu le massacre de Katekelaï dans les années 78, je pense, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a d'abord eu cette cassure entre les deux hommes du fait de on pourrait dire aujourd'hui de la trahison par rapport à ce qui était peut-être programmé. Et il y a eu maintenant par la suite, ça s'est exprimé publiquement après qu'ils aient obtenu le mandat populaire après les élections de 76. Qu'est-ce que finalement des 12 aura apporté? Non, madame, il faut situer dans le contexte de l'époque. La lettre des 13 parlementaires, donc. Ouais, il faut situer nous sommes au plus fort du parti-État, un père parti-État. Un groupe de... J'ai dit tout à l'heure qu'il y a d'abord eu le massacre de Katekelaï dans le Kasaï. On a tué des Diamantaires. Un groupe de parlementaires, dont Tshisekedi Ngalula, des principaux leaders du Kasaï, notamment, écrivent, contestent les chiffres officiels qui ont été publiés par le pouvoir. On fait des intimidations, ils sont rappelés chez le président et tout le reste, et ils maintiennent leur position. Ils disent non, il y a eu des massacres, on a tué beaucoup de gens. Pour Mobutu, c'était déjà quelque chose d'inhabituel parce qu'on ne le contestait pas. Et ils l'ont fait. Maintenant, la relation avec Mobutu n'était plus bonne suite à tout ça. Et ils ont de plus en plus continué leur indépendance d'esprit. La lettre des 13 parlementaires fait une analyse de la situation sociale du pays. Catastrophique. Et elle tire la conclusion que nous devons démocratiser quelque part. Et voilà un peu, il propose une série de mesures à prendre si nous voulons changer les choses. Et en gros, il prend la démocratisation. Et c'était trop déjà pour l'époque. Parce qu'elle était écrite dans le cadre du MPR, parti-État, c'est au président Mobutu. Mais aussitôt qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, c'est que quand il y avait 2 ou 3 qui signaient, on envoyait la lettre, une copie à l'extérieur, parce qu'on savait qu'à un moment ou un autre, on allait mettre le grappin dessus. Et la dernière version qui est arrivée à Bruxelles, que moi j'ai reçue par les mains de Mme Marie-Claire Ngalula, la fille de Joseph Ngalula, qui était un des 13 parlementaires, parce qu'il avait un fils qui travaillait à Air Zahir, était pilote, et c'était facile de communiquer.
nous avons reçu cette copie-là que nous avons rendue publique à l'extérieur avec des conférences de presse et tout. Donc, en gros, c'était une remise en cause du système de l'époque et des conditions sociales du pays et de la gestion du pays. C'est une remise en cause. Vous vouliez vous débarrasser du dictateur localement, mais c'est de l'extérieur que vous cherchiez. Non, non, c'est pas ça. Puisque, il faut ils ont fait sortir ça. C'est nous qui avons assumé ça de l'extérieur. Parce qu'il fallait nécessairement rendre cette lettre ouverte publique. Il fallait qu'on connaisse le contenu. Compte tenu du régime de sécurité à l'époque, il fallait oser le faire. Ils l'ont fait, ils ont signé. Il y a eu 13, peut-être qu'il peut y en avoir plus, mais il fallait oser. Les 13 là ont signé leur nom avec leur nom et on sortait régulièrement la copie parce qu'à tout moment on pouvait mettre le grappin dessus. Et la dernière version que nous avons reçue contenait 13 signatures. Et c'est pour ça qu'on parle de groupe de 13. C'était considéré comme des maudits par des pestiférés à l'époque, mais nous avons tout fait pour que cette lettre ne soit pas étouffée. Et une fois que le président Mobutu lui-même a entendu sur les médias étrangers qu'on parlait de la lettre ouverte des textes parlementaires, il était excédé parce que ce n'était pas de choses auxquelles il était habitué. Mais cette affaire du combat de l'extérieur a finalement impacté aussi UK, par exemple, où on a pris plus d'une fois les combattants. Vous devez vous appeler combattants. Vous, de l'UDPS, de l'autre côté, lorsque vous faisiez vos manifestations. Mais ma première question, c'est d'abord, comment est-ce que la vie ou le parcours politique de Tshisekedi a impacté l'UDPS à Londres ou à UK carrément, d'abord? Parce que c'est parmi les plus grands partis à l'extérieur. Oui, effectivement. Et à cette époque-là, on a pris quand même conscience de ce qui s'est passé dans le pays, que la politique ne marchait pas et tout et tout. IDPS, comme vous savez, de partout, était déjà implanté. Au niveau de UK. Puis dès là, on a créé des groupes pilonnés par IDPS pour faire cette résistance et arriver à faire, arriver à conscientiser un peu la Grande-Bretagne, les politiciens britanniques. Et c'est parti de ce mouvement-là. Et de là, on était en contact permanent avec le parlementaire britannique pour plaider la cause de l'IDPS. Et de là, on est arrivé, non, maintenant, pour le rendre plus efficace, il fallait maintenant activer un peu le mouvement combattant. Il y a eu la première marche qu'on a organisée, je crois, c'était, si je me rappelle bien, c'était après 2006. Ouais. Ces marches-là qu'on a organisées, c'est les marches qui a tout déclenché de ce mouvement combattant. Et de là, nos pionniers, nos représentants, ont bien structuré cela. Et puis, on a commencé par bannir la musique, tout ce qui était débauche et tout, qui nous déroutait un peu. Et puis, s'organiser avec les sportifs pour rendre un peu ces combats très efficaces. Et puis on a organisé le premier match qui était vraiment une réussite totale. Les gens sont venus de partout, de toutes les villes de l'Angleterre. N'oublie pas, je crois, au niveau de l'Angleterre, l'UDPS est implanté dans 12 villes de la Grande-Bretagne et bien représentée. Et il y a eu une mobilisation vraiment en grande masse où on était encadré par des militaires britanniques et tout. Et la sensibilisation. Et de là, tout le monde a pris conscience et le mouvement est parti et puis a traversé vers la France, Belgique et voilà. On va s'arrêter un peu sur ce mot combattant. C'est péjoratif, ça sonne mal. La même question je poserais à M. Monsier Lenga. Pour lui, c'est qui un combattant? Madame Lisa aussi, combattant. C'est parti de vous. Combattant n'est pas... Comment l'avez-vous défini au départ et qu'est-ce qui a fait que ça change, si ça a changé? Combattant, c'était, pour nous, la définition de combattant, c'était juste une prise de conscience pour changer les choses. Donc, la fermeté, la durance, et puis le message de l'IDPS. Voilà. C'est aussi ça ce que signifie combattant au Canada?
Écoutez, ça prend une fois de plus plusieurs connotations. Bien évidemment, c'est vraiment le côté assidu d'un combat, donc une idéologie qu'on intègre, qu'on véhicule à travers des marches, à travers des réunions, des conférences. Donc c'était tout un état d'esprit qu'on s'était imprégné dans l'objectif de promouvoir la démocratie, dans l'objectif de crier haut et fort à qui voulait l'entendre les injustices qui se passaient au niveau du pays et qu'on se disait capable de pouvoir emmener très haut notre cause qui était celle de libérer le Congo. Et on estimait que les Congolais étaient en prison chez eux. On estimait que les Congolais étaient marginalisés, étaient oppressés par non seulement un système occidental, capitaliste sauvage, mais aussi même par des acteurs politiques de la place locale et même des pays limitrophes. Donc c'est vrai que ça avait vraiment plus une connotation de l'idéologie, on a intégré vraiment tout des principes en fait. Mais je voudrais quand même profiter pour faire un retour en arrière. Allez-y. Lorsque l'on parle du contexte dans lequel s'est passé le passage du docteur Étienne Tshisekedi du monde moboutiste à la réalité de quête de démocratie, je pense qu'on ne parlera pas jamais assez si l'on n'intègre pas vraiment l'environnement dans lequel se passait vraiment ce passage. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, la jeunesse ou encore certaines personnes peuvent tranquillement vouloir pointer du doigt sans vraiment s'imprégner de l'oppression dans laquelle les gens vivaient. Premièrement, j'aime beaucoup vraiment aller de manière très terre à terre pour qu'on intègre certaines petites choses en fait. Je voudrais démontrer ici que moi, de ma génération, lorsqu'on pensait à Mobutu, on pensait à l'opulence, on pensait au luxe, à l'argent, à tout ce qui était pimpant d'un côté. De l'autre côté, on pensait à la terreur. On a vu des gens pendus, des gens tués dans un système où lorsqu'on n'a pas de protection, on n'est nulle part. On a vécu une génération de 2 poids 2 mesures où il y avait de ceux qui bénéficiaient d'un système et de ceux qui n'avaient rien du tout. Alors moi, je me pose personnellement la question, honnêtement, dans un tel environnement, prendre le courage de dire non, prendre le courage au mois de décembre 1960, personne, écrire une lettre à une personne qui était tout puissante. Je me pose quand même la question pour dire qu'il faudra se remettre dans le contexte dans lequel ces personnes avaient pris ce courage. Le problème n'était pas seulement d'avoir accompagné. Je suppose que lorsque des gens, aujourd'hui nous allons tous supposer, personne n'aura la science infuse en son temps, puisque les vrais acteurs ne sont plus là pour témoigner. Mais on va quand même se dire que lorsque l'on vit dans un système d'oppression et que l'on élève sa voix pour demander ou réclamer un changement, je crois qu'il n'y a pas meilleure façon de faire son mea culpa, il n'y a pas meilleure façon de vouloir démontrer une volonté intense de vouloir voir les choses changer. On ne pourra jamais assez démontrer les responsabilités de chaque personne, puisque c'était à huis clos, après tout, vous voyez. Mais je voudrais quand même qu'aujourd'hui, surtout la jeunesse, puisse du moins se rappeler de cette barrière qu'on avait brisée en bravant la peur et en se disant, même devant le tout-puissant Mobutu, on pouvait dire non et avancer avec les conséquences qui venaient avec. Voilà. Monsieur Mons, un vrai cas d'école, n'est-ce pas, que l'UDPS de sortir les gens de la peur et parler. Et depuis, ça se poursuit. Bien, je crois que la jeune génération assise devant moi vient d'exposer exactement ce que le sens du combat et donc la définition d'un combattant. Je voudrais en profiter simplement pour insister sur cet aspect qui est un aspect fondamental de la personnalité d'Étienne Tshisekedi. On a dit qu'il a commis des erreurs. Qui n'en commet pas? Et dans toute une vie et tout au long d'une vie, combien d'erreurs est-ce qu'on ne commet pas? La grandeur, me semble-t-il, d'Étienne Tshisekedi, c'est d'avoir très tôt reconnu ses erreurs, y compris envers Mobutu, et d'avoir commencé à réagir immédiatement. La défense que l'on peut faire en sa faveur de ce point de vue, c'est de dire que même les textes fondateurs du
MPR, prévoyait une forme de multipartisme et de démocratie. C'est la suite à la tentative de verrouiller le système vers le parti-État unique qui a poussé Étienne Tshisekedi et ses compagnons de lutte à dire non, nous n'acceptons pas cette dérive-là parce que ça n'a été prévu ni dans le manifeste de l'ANCD, ni dans la Constitution qui a suivi. Donc je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, un homme, c'est une somme. Et Étienne Tshisekedi a inspiré des formes nouvelles de combat, pour en revenir aux combattants, puisque ceux-ci ont mené leur combat sur le terrain maintenant sociétal. À savoir, comment se fait-il que toute une population puisse être tenue en otage, puisse être opprimée, et qu'on permette à l'aspect futile de cette société, à savoir la musique, l'amusement, prendre le pas sur les aspirations profondes et premières de la population. Ces gens sont mobilisés sur base de ce constat et se sont dit, nous ne pouvons pas permettre que, d'un côté, nous puissions nous sacrifier en envoyant de l'argent au pays pour que nos parents essayent de vivre mieux, et en même temps, d'avoir des gens qui viennent se promener en Europe ou en États-Unis, faire des concerts, gagner de l'argent et s'amuser comme si de rien n'était. Donc je pense que c'est pour cette jeunesse et de la part de cette jeunesse une déclaration de guerre à ce système futile pour pouvoir imposer maintenant la vraie valeur d'un combat qui est celle d'Étienne Tshisekedi. Il était aussi catégorique, Étienne Tshisekedi, à un moment, on l'appelait carrément Monsieur Non. Lui, non, c'était non. Mais est-ce que son caractère n'aura pas influencé sur son ascension, en fin de compte? Sur la création de ce mythe autour de sa personne? Bien, je crois aussi que là, on peut aller dans le sens de l'exagération en disant « Monsieur non ». Il a prouvé tout au long de sa vie et tout au long de sa carrière politique qu'il était ouvert à la discussion, au débat d'idées et au compromis. La seule chose sur laquelle il n'a jamais accepté de compromis, et donc de compromission, c'est le peuple. Et il voulait que ce peuple accède à sa souveraineté en étant conscient de poser le geste d'émancipation nécessaire, ce qui a été fait. Nous avons voulu mettre l'accent sur le fait qu'il fallait célébrer avant tout l'homme, comme vous le faites aujourd'hui, son action, et qu'il fallait commémorer cette action et souligner son importance par rapport à la transition démocratique à laquelle nous avons assisté avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir. Merci beaucoup, Monsieur Monslenga. Monsieur Albert Moleka, Étienne Tshisekedi était aussi l'homme des rendez-vous manqués. On l'attendait à Sun City comme vice-président. Il ne l'était pas. À Ibiza, on attendait un accord avec Joseph Kabila. Ça n'a plus eu lieu. À l'Union africaine, on ne l'a pas vu. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce qu'à cette époque, je me souviens, vous étiez à côté de lui. Si vous me permettez, je voudrais juste faire un petit commentaire par rapport à la question précédente. D'abord, peut-être informer nos jeunes que disons, le combat contre la dictature de Mobutu en fait commençait par les jeunes. Ce qu'il y avait de particulier dans la lettre ouverte des 13 parlementaires, c'était que c'était la première fois, disons, que des membres éminents du système se déclaraient ouvertement ou contestaient ouvertement ce système. Mais bien avant, il y avait des jeunes, principalement en Europe. Je crois Corneille se souviendra du mouvement Le Marc, qui sortait leur pamphlet Misoga, ainsi que même des tentatives de coups d'État où des jeunes officiers tels que le Major Kaloumé ont payé de leur vie. C'était des jeunes qui s'étaient levés contre ce qu'ils considéraient déjà à l'époque, contre une dictature et qui voulaient la renverser. Mais ce qu'il y a eu de particulier avec
la lettre ouverte des 13 parlementaires, c'était pour la première fois, c'était des membres éminents du parti État qui se dressaient, qui se rebellaient contre le maréchal système. Mobutu, contre le système. Mais encore une fois, moi j'ai pris connaissance de cette lettre en 1980. J'étais aux études aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai lu cette lettre pour la première fois au département d'État. Et il faut savoir aussi que nos 13 et nos papas fondateurs, la plupart étaient aussi déjà coachés d'une certaine manière par l'ambassade américaine à l'époque. Les Américains étaient aussi entrés dans leur phase d'affaiblissement du régime du président. Donc, pour en revenir à votre question des rendez-vous manqués, ouais, tout à l'heure, vous avez posé la question sur Étienne Tshisekedi était monsieur non. L'homme des rendez-vous manqués. Non, je crois que Étienne Tshisekedi était une personnalité qui était attachée à des principes et à des valeurs. Et que sur ces principes et sur ces valeurs, là, il était intangible. Vous avez quelques anecdotes? Oui, je vais vous donner l'anecdote qui me vient directement, qui me venait directement en tête. C'est lorsqu'il a dû prêter serment le 23 décembre 2011. Nous avons dû combattre donc contre lui parce qu'il n'acceptait pas de prêter serment sur la Constitution de 2006. Lui voulait prêter serment sur la Constitution, sur l'acte constitutionnel de la transition de la Conférence nationale souveraine. Oui. Mais ça nous a pris quand même, disons, 48 heures pour le persuader simplement que, écoutez, votre candidature à ces élections était basée aux dispositions de cette Constitution qui s'applique à tout Congolais. Vous êtes Congolais. Vous ne pouvez pas d'un côté parler de l'état de droit et refuser de prêter le serment constitutionnel ou utiliser une autre loi pour prêter serment. Donc c'était une des rares occasions, je veux dire, où on a pu le faire changer d'avis. Ce n'était pas quelqu'un de borné. Lorsque vous lui présentiez des arguments qu'il considérait valable et qu'il vous percevait aussi comme une personne de conviction et de principe, bon, c'était quand même une personne qui avait cette humilité d'accepter qu'il a pu avoir tort. Ce n'était pas quelqu'un de borné. Mais quant au rendez-vous manqué, vous savez, il y a plusieurs rendez-vous manqués qui ont été en fait aussi l'objet d'un certain entourage. Expliquez-vous. Qui au dernier moment a pu lui faire changer d'avis. Prenons par exemple la participation ou non-participation de l'UDPS aux élections de 2006. Toutes les assurances étaient données à l'UDPS, y compris par les Nations Unies, que tout le monde se trouverait plus ou moins au même niveau, tant en termes de moyens qu'en termes de capacité de mener campagne. Et son accord avait été obtenu. Ouais. Mais au dernier moment, quelqu'un est passé lui dire que non, les Blancs veulent vous ridiculiser, il ne faut pas participer à ces élections. Je crois que si vous interrogez l'honorable Rémi Massamba, qui est encore là, il pourra vous donner des détails précis là-dessus. Donc il était suffisamment bien renseigné, Étienne Tshisekedi, en fin de compte, pour chaque fois prendre de l'avance. Suffisamment bien renseigné, mais comme tout chef, comme tout leader, il pouvait aussi être influencé par l'entourage. Vous savez, autour des leaders, il y a toujours des combats aussi d'entourage. Et suivant la décision qu'il prendra à ce moment-là, après on pourra la considérer c'était une mauvaise décision ou une bonne décision.
Mais d'habitude, lorsque, selon ses principes, selon ses valeurs, ou selon l'idée qu'il avait d'une personne, ça l'amenait à prendre des positions qui devenaient alors difficiles à changer. S'il n'avait pas de considération pour vous, c'était difficile de lui faire accepter certaines choses. On retient de Étienne Tshisekedi que ce n'était pas quelqu'un de borné. On l'a dit tout à l'heure, il est autant flexible et ce n'est pas Corneille Moulouba qui dira forcément le contraire. Lorsqu'il rentre à Kinshasa en 1988, il fera même la prison, mais c'est justement parce que vous l'avez fait changer d'avis par rapport aux accords de Gbadolité signés une année avant. Écoutez, oui, d'abord, puisqu'on en est au vote, je voudrais apporter une petite anecdote concernant le terme de combattant. Il faut qu'on se dise d'où ça vient. En 1983, il y a eu une délégation des élus américains qui est venue à l'hôtel, descendu à l'hôtel intercontinental à l'époque. Et il y a une délégation de l'UDPS qui est allée rencontrer cette délégation américaine. À l'époque, vous savez, c'était l'époque des abacos, c'est pas question de cravate. Et la délégation de l'UDPS, composée de 13 parlementaires, hein, les Kibasa, pardon, les Tshisekedi du Kibasa étaient là aussi avec eux, les mecs pas 13 parlementaires, les Lusanga, les Birines de compagnie, sont allés à leur rencontre, mais en portant des cravates. Et là, ils ont été accueillis par les militaires, ils ont été tabassés, déformés, pleins de sang et tout. Et on a pris des photos qu'on nous a envoyées. Vous étiez en Europe. J'étais à la représentation extérieure de l'UDPS. Et c'est depuis les années 83 qu'on a installé les comités de l'UDPS à Londres. Hein. Ah ouais. Oui, depuis 83 à Londres, partout en Europe on avait. Et j'ai fait des cartes, des sortes de cartes postales là, comme on fait, mais j'ai mis les photos des dirigeants de l'UDPS blessés, ensanglantés et tout. Et j'ai mis en grand dessus vaillants combattants de la liberté. Et dans toutes les correspondances par la suite, on les appelait les vaillants combattants. Donc vous êtes en train de réclamer la paternité, le droit d'auteur ici et maintenant. Comment est-ce qu'on dit ça? L'histoire va changer à Kangouté. Hein? Mais c'est ça le droit d'auteur. Voilà. Donc, et c'est resté vaillant combattant. Et le contenu est devenu beaucoup plus militant encore qu'à l'époque, où à l'époque nous voulions seulement manière de les soutenir. Et il fallait les soutenir parce que le régime était ce qu'il était et que c'était au-dessus des risques qu'on puisse détourner avec les pressions et tout le reste. Encore une anecdote, c'est ainsi que lorsque nous avons reçu en 82 la lettre portant création de l'UDPS, c'était une cause contre la montre pour qu'on n'étouffe pas l'initiative ici. Rendre public, mettre des structures, concevoir les logos, les statuts, les projets de société. Encore parenthèse, c'est moi qui ai construit le logo de l'UDPS que vous voyez là. Donc, c'est parenthèse. Maintenant, effectivement, par rapport à ce que d'abord, en ce qui concerne les élections de 2006, nous vivons là la conséquence de ce que moi j'ai appelé la déviation à l'UDPS. C'est-à-dire qu'autant l'UDPS était au départ constitué d'une direction de très grandes personnalités, n'est-ce pas, les Tshisekedi, les Kibasa, les Liaou, les Ngalula, Bombouakiem, Birindo et tout le reste, j'en passe, et Makanda. Autant sous la transition, l'UDPS était devenu progressivement une sorte de mouvement de soutien à Tshisekedi. Du coup, ce qui était avant de prendre une décision, vous vous concertez avec vos pairs, ceux avec qui vous avez créé le parti, des grandes personnalités elles-mêmes aussi, qui ont été des députés, qui ont été des grands hommes d'affaires et tout ça, vous êtes maintenant pratiquement isolés. À ce moment-là, c'est plus facile de jouer avec vous. Vos ennemis, depuis toujours, ont toujours cherché à fragiliser la direction de l'UDPS, le groupe de 13 et les autres. Parce que lorsque vous êtes fragilisé, lorsque vous êtes isolé, lorsqu'on a joué sur votre ego, en faisant croire que vous êtes le meilleur, c'est vous qui êtes le plus intelligent, c'est vous qui pouvez, alors on vous divise, et quand on a divisé, le groupe est mal parti. En 2006, il y avait un homme qui était assuré, dans n'importe quelle condition, d'emporter l'élection présidentielle, c'était Tshisekedi. Un seul parti politique était assuré de gagner toutes les élections, c'était l'UDPS. Observez que non seulement l'UDPS n'a pas participé, mais pire, les membres de l'UDPS ne se sont pas enrôlés
ne sont pas fait enrôler. Sur instruction Et du quand vous n'êtes pas enrôlé, et vous ne faites pas enrôler, c'est-à-dire que vous n'existez pas politiquement. Quand vous êtes enrôlé, vous pouvez voter oui, vous pouvez voter non, vous pouvez vous abstenir. Mais quand vous n'êtes pas enrôlé, vous ne pouvez même pas vous abstenir, vous n'existez pas. Et donc avec ça, on a jonglé avec l'esprit des uns des autres pour qu'effectivement l'UDPS ne soit pas présent à ces élections, parce que ailleurs, on avait décidé que c'était peut-être Joseph Kabila et pas quelqu'un d'autre. Pourquoi Joseph Kabila? Parce que Joseph Kabila avait bien joué les choses, il avait fait le profil bas, il avait joué l'innocent depuis son arrivée au pouvoir jusqu'en 2006. Donc, ils étaient assurés qu'en laissant cet homme-là arriver au pouvoir, il faut continuer à diriger le Congo au travers de lui. Malheureusement pour eux, après il a évolué. Bref, pour dire simplement que il y a chose. Et maintenant, effectivement, la flexibilité, oui, il y a, ça c'est l'histoire, il y a eu les accords de badolité, l'homme qui avait ce dossier en main, il est encore à quelques pas d'ici, M. Nkemalilo, n'est-ce pas, qui a présidé. Il y a eu un accord qui a été signé, ils ont signé, je dois avoir le document, Tshisekedi Kibasa, tous les grands là avaient signé ça, reconnaissant que l'UDPS a une tendance du impair. Et nous avons catégoriquement, nous sommes opposés à cela. Et je me souviendrai encore que, au travers de conférences de presse, mais lorsque le président Tshisekedi est arrivé en Europe, on lui a fait comprendre que non, il n'est pas question pour nous de lui déplacer. Finalement, affaire Yokabaz, oui, quelque part, on y est. On lui a fait comprendre qu'il n'est pas question pour nous que l'UDPS devienne une tendance du impair, parce que quand l'UDPS avait été créé, l'impair existait. Et les gens nous ont suivis parce que nous sommes opposés au impair. Ça n'a aucun sens que nous puissions revenir à cela. Il y a eu, entre le président Tshisekedi et moi, donc une confrontation pratiquement, puisque au départ, il avait maintenu la position de ses pairs et nous étions catégoriquement opposés. Je peux citer encore à témoin un homme qui habite pas loin d'ici, M. Nomda Ombel, qui était à ce moment-là, qui était activiste à Bruxelles aussi. Et en fin de compte, à la conférence de presse que nous avons tenue ensemble à Bruxelles, avec Tshisekedi, moi, à Birindoa, M. Nomda Ombel a posé la question. Il dit, mais M. Tshisekedi, nous ne comprenons pas. Entre votre position et la position de M. Colonel Moulumba sont totalement, diamétralement opposées. Et alors, comment vous expliquez ça? Et lui a répondu simplement que si nous sommes, M. Moulumba et moi, à la même table, c'est que nous avons harmonisé nos positions. Bref, pour dire qu'il a changé, il a finalement réussi. Et la conséquence, c'était quoi? Photo souvenir. Voilà. Hein? C'est cette photo là-bas, c'est ce jour-là, effectivement. On me voit à gauche là-bas, j'étais barbu, j'avais encore des cheveux. Vraiment, il vous ressemble presque plus. Hein? Entre-temps, tout est parti. Ah oui. Voilà. Et la conséquence, c'était quoi? Quand il est rentré à Kinshasa, on l'a arrêté. Quand il est rentré, d'abord, ses collègues n'ont pas été solidaires avec lui parce qu'ils estimaient qu'il les avait trahis. Puisqu'ils avaient signé ensemble et ils paraissaient comme les démons et lui comme un saint. Ils n'ont pas soutenu. Alors, et il n'est pas devenu Premier ministre comme cela avait été convenu dans le cadre des accords de badolité. Et alors, il a convoqué un meeting au Pont Kabu ici à Pont Kasavubu. Il y a eu des troubles là-bas, il y a eu des blessés, il y a eu des et s'il a été arrêté, c'est comme ça qu'il avait été pris. Et lorsqu'il était arrêté, oui. Ici Alain Bolonge, on viendra à vous. C'est pendant qu'il a été en prison, justement, en 87, qu'il avait rencontré Vieux Chance, n'est-ce pas, qui est avec nous, évidemment, en 88. Oui. Oui. Alors, témoignage rencontre Nona Chichi et rôle Oyo Jouaki entre Yachichi et Maman Marthe. Avant 1988, on a occupé ma campagne. Mais tel que nous avons en prison, directeur de prison, na Poko, na Boutou, Abinanga yo, on a pavillon 5, on a pavillon D. Na pavillon D, ba détenu président bazoya kuna yo, il faut landa oyo ngana olobana yo. Ngapé prison mo bapé kamoyi comment directeur a bengi chance na Boutou boy. Pour la prison so ba bengi na Boutou, c'est que likamumo boy mabe. Après singa ba consigne na yo ki na zongi. Là na zongi minute mukebo ba benga sous na corps de garde entrée principale. Là ba benga bo na monika batu na yebi na ngape mutu bazo lobate ba wi Tshisekedi wana. Na monika papa Tshisekedi ngoye. Avec une foule de gens. Voilà ba uti ko kanga ba on a poka sa vubu. Ba ye na bango siko bango surtout ba tindi ba on a pavillon au esca directeur à Tindainga. Pavillon les quartier cellulaire donc les cachot na ba cellule. Et ba Tindaï kuna ba matie likolo ba pesinga consigne ba wi pa na ye
papier koko tate, bic koko tate. Yebe chaque jour, aller là, moana. Moana, aller là, pananga, moana. Ton nom c'est qui Jean-Marie. Il y a Jean-Pierre. Jean-Pierre, mon fils. Je ne pourrais pas écrire. Pas nani. Il y a bolo nani. On a comme la rabat dans Liban, c'est bon. Awa papier kotarate. Mais on a facilité au bic. On a pèse au bic. Moi, quand papier génique, ne pas y papier génique. Fungoli le rouleau papier génique au commis. Et puis, au final, on va voir qu'il y a une salité. Ce qui est bimi, il recommande. Moteur au Kenya Bassani, a royé qui n'a même mis colis mon corps, n'a au commissango. Et après, ti n'est pas vivant qui n'a pas bien, ti n'a pas bimaki, n'a pas na tikani. N'a pas na tikani, bah tu vois, il faut comment il le fond de mingi pour na aux agina mutuana. Al. Batini nga transfert côté Mususu, bah longo nga na Makala, batini nga na province, na le Zoom. Na kepe le Zoom, Nicolo n'a pas kokaki. Et libération conditionnelle moréa qui bataille conduite nanga ba bimi singal nane na bima après le nini au retena qui a makasi herbozala qui na en prison bozala qui ndeti gardien na e et le makasi na retena kaka ye ato bisanga ce qui tatana maman ba soigni te papa zo beta maman yo côté la montité yo lela kaka sokoto lela papa rotala bana bazo lela aroyoka soni arobeta sou mamate ngasiko sona tuni bon yo lo bana na pani il a répondu kaka parce que je suis le père de la démocratie ngape wana na époque wana na 88 nazo bate azolo bana na baka je suis le père de la démocratie a répondu encore le père de la démocratie. Car on a dit démocratie sous boule aucune idée que démocratie goya 1988 tozoyo kakaka ngape na beta masolo pour ba brigadier na ngatingabi kuna likolo mutako matate mutava matafonga na zala nakotika même fungo kuna nakotika pe fungo la te de fungo les ala kaka na kingo na ngaka na ba fungo la nyoso na na singa na kingo so na mati na fungo li wango. So il peut na matite na fungola monter na abela na lusona cellule abela Jean-Pierre mon fils Jean-Pierre mon fils ngape na kenara so na kena yoki amunga ba awa il faut fond na consigne 7h 12h 19h 7h 12h 19h yo se do bien n'importe quelle heure yo simbate moi la zone mais on a rappelé je suis le père de la démocratie. Et après, on a tout bungana, tu as na susu une fois, les commis premier ministre, on a 3 jours, tu as bungani le susu, tu as année dernièrement, 2010-2011, agi matanga mobo na ngiringiri, na synéglise Saint-Pédis. Donc, na cortège quand on a boyé pas moni nganga pe na moni. Jean-Pierre mon fils. Abelelo so Jean-Pierre mon fils. Abelela te akamwe nganga pe na kamwe. Il ne faut pas bousculer les gens. Et là, quand on a cortège à matin, on a kéipé, on a bien tikani. Si on n'a pas eu kufa, que son âme repose en paix, il y a bien. Étienne Tshisekedi, le père de la démocratie, il savait vers où il allait, si bien qu'il a accepté d'endurer tous les prix qu'il fallait, n'est-ce pas? Parce qu'il revient pour aller se faire emprisonner, alors que logiquement, il devait revenir pour prendre le poste de Premier ministre. Il fallait bien faire un choix. C'était un choix douloureux, mais qui, en fin de compte, paye parce que c'est ça qui peut faire de quelqu'un un héros. Alain Bolonjo a réclamé la parole depuis, oui. C'est ça le côté mythique de la personne. En tout cas, c'est que vrai, il a joué un rôle prépondérant dans la politique. Mais ce qu'on ne parle pas assez, c'est son côté gestionnaire. Il a eu à assumer plusieurs fonctions au ministère du Plan, dans d'autres ministères, au ministère de la Justice et dans plusieurs autres, même au niveau de la primature. Mais lorsqu'on parle de lui, je n'ai jamais entendu, en tout cas, son côté managérial. Quel était son projet de société? Quelles réformes a-t-il déjà initiées? Parce qu'il ne suffit pas seulement de combattre le système ou le régime Mobutu.
C'est vrai qu'il a eu à lancer un message et ce message a été accepté par la majorité de la population, mais quels sont les résultats? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous tous, nous avons le courage de critiquer le pouvoir grâce à sa lutte, mais qu'est-ce qu'il a amené en termes de gestion? Parce que quand il a cherché à sacraliser le pouvoir de Mobutu, on a senti que l'administration avait des problèmes, on a senti qu'effectivement, il y avait une sorte de descente aux enfers de l'État. Mais lorsqu'il est revenu pour nous amener le nouveau message de la démocratie, pour nous amener le nouveau message de la liberté d'opinion, la liberté d'expression, je n'ai pas senti ces côtés-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qu'on peut nous dire, c'est justement dans l'aspect politique et nullement dans l'aspect... Raison pour laquelle, ce qui m'amène à poser à M. Corneille Mulumba cette question, aujourd'hui, quel est l'héritage laissé par Étienne Tshisekedi? Oui, mais une anecdote, hein, parce que c'est le jour des anecdotes. Les gens se posent la question de savoir comment se fait-il que les gens relégués dans le village, rapidement, très rapidement même, ce qui se passait dans ces villages, on l'entendait à l'extérieur. Dans le cas précis de Tshisekedi, d'Étienne Tshisekedi, mon village et le village d'Étienne Tshisekedi sont voisins. Nous sommes tous les deux du territoire de Kabia-Kamanga. Dans le cadre de la lutte, j'avais le bottin de tous les squares comme diocèse en RDC. Et moi, j'étais le révérend Père Corneille. Donc j'avais un cachet sur les enveloppes, c'était marqué révérend Père Corneille. J'écrivais à mon père en Boujemaï, à la boîte postale numéro 721. Et lui prenait quelqu'un à vélo qui prenait un vélo jusqu'au village, qui remettait le courrier à Tshisekedi, qui lui répondait, et par le même canal, on écrivait au révérend Père Corneille en Belgique, que j'étais, et donc en un rien de temps, le monde était informé de ce qui se passait et des détails et de ses positions. Ça, c'est une chose. Vous posez la question sur l'héritage d'Étienne Tshisekedi aujourd'hui. Mais le principal héritage de Tshisekedi et de ses autres compagnons, moi je ne voudrais pas qu'on néglige les autres compagnons, parce qu'ils ont été exceptionnels, ces hommes-là. Je pense que c'est d'abord la démonstration qu'on peut obtenir quelque chose. Si on veut obtenir quelque chose, on doit pouvoir s'investir et on doit pouvoir accepter d'en payer le prix. La démocratie, ce n'est pas un cadeau. Nous admirons les autres pays. Ce qui se passe ailleurs, les droits que les autres ont, droits sociaux et autres, sont le fruit de grèves, de manifestations, de sacrifices. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de privations. La même chose chez nous. Si nous voulons changer des choses à l'époque comme aujourd'hui, souvent, il faut être prêt à payer de sa personne. Combien des amis nous ont fui parce que nous étions presque des pestiférés. Donc, Étienne Tshisekedi, les 13 parlementaires, tous les dirigeants de l'UDPS, ces hommes-là, ces femmes-là avec qui nous avons combattu ensemble, ont investi leur personne, ont pris le risque sur leur personne pour que ça puisse changer. Et ça a changé. Le 24 avril, le président Mobutu a parlé, il y a un parti politique. Il fallait pour cela qu'il y ait des personnes à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, dans toute la diaspora congolaise et autres, qui partout nous faisions un grand travail, très grand travail, et ça a porté. Vous pouvez aller n'importe où. Aujourd'hui encore, on fait les élections, vous pouvez aller n'importe quel coin du pays, vous n'allez pas vous présenter quand vous parlez de l'UDPS, parce que les gens connaissent au moins l'UDPS. Avec le vote que nous avions, nous envoyons partout dans le pays les documentations sur le parti, ainsi de suite. Donc, le principal héritage, la principale leçon, c'est que c'est un peu ce que ça nous a dit, prenez-vous en charge. Personne ne vous fera des cadeaux. Nous devons accepter de payer le prix. Et aussi, le peuple d'abord, ça veut dire que quand vous êtes amené à gérer le pays, sachez que vous êtes là pour gérer pour la communauté, pour les autres. Ce n'est pas pour vous-même, ce n'est pas pour vous enrichir, mais c'est d'abord pour vos compatriotes. Et nous avons accepté à l'UDPS de payer le prix pour nos compatriotes parce qu'ils devraient vivre mieux. Alors, dernière question, c'est adressé à vous tous, mais on commence par vous. Le doyen, est-ce qu'on pourra rapprocher le combat d'Étienne Tshisekedi Mulumba, l'UDPS et le rôle que joue son fils, Félix? Écoutez, et pérenniser ça. Mais ça doit être pérennisé. Je pense que le président Joseph Kabila nous a facilité la tâche. La veille de son départ, il a appelé à l'union des coalitions des forces progressistes du pays. Cette coalition aurait été possible avec Étienne Tshisekedi de son vivant? Le contexte change. On ne peut pas juger les choses parce que sinon on commettrait une erreur. Il y a un nouveau contexte. Il y a une nouvelle tentative par les puissances étrangères de récupérer la direction du pays. Ce que les autres n'ont peut-être pas compris à l'époque, d'autres l'ont compris aujourd'hui. On a financé les élections nous-mêmes pour ne pas avoir de comptes à rendre. On a un code minier qui nous permet de tirer meilleur parti de nos ressources minières.
Alors, lorsque, comment dirais-je, Félix Tshisekedi devient président, il ne tombe pas de nu. Il a un parti politique qui a fait l'histoire, qui est encore présent. Il y a, mais qui est en train de s'émietter. Qui a une difficulté, qui est gravement malade, mais nous allons, le soigner. Nous allons le soigner. Et nous avons, comment dirais-je, cette coalition qui est là, qui fait que nous pouvons avoir une force intérieure sur laquelle nous pouvons compter. Avec cette force politique-là, alors ils peuvent changer. Félix, si on ne parvient pas à l'isoler, parce que vous observez, toutes les puissances occidentales cherchent à coûte que coûte de dire qu'il faut séparer, il faut nous isoler. Parce que quand on vous divise, ceux qui gagnent, pas ceux qui commandent. Quand vous êtes ensemble, vous êtes forts. Donc, nous disons seulement qu'il faut que le Félix, comme le président sortant, qui a avec lui 17 ans d'expérience, et Félix qui a la légitimité populaire, nous devons mettre tous l'ensemble pour être forts, parce qu'il faut créer en interne une force politique. Alors nous pouvons profiter de nos minerais, alors nous pouvons changer de nos ressources naturelles, alors nous pouvons changer les conditions de vie de nos compatriotes. Monsieur Albert Moleka, que pensez-vous de ce rapprochement? Écoutez, je crois d'abord qu'il faut tenir compte d'une réalité, c'est que Etienne Tshisekedi n'est plus. On peut parler d'héritage, en termes d'héritage d'Etienne Tshisekedi, je crois que chacun prend ce qu'il veut ou ce à quoi il a pu avoir accès. Et il appartient peut-être aux dirigeants actuels ou aux dirigeants du futur de prendre tant d'Etienne Tshisekedi que d'autres leaders congolais qui sont aussi partis et qui ont aussi rendu des services à cette nation, des services historiques. Mais en ce qui concerne, prenons le parti. Après Sun City, Etienne Tshisekedi a eu son propre parti, dont le nom d'ailleurs a été donné par l'administration, dont l'UDPS Tshisekedi. L'UDPS qui était enregistré déjà comme parti politique, devenant de ce fait UDPS Kibasa. Etienne Tshisekedi a eu son propre parti. Ce parti, comme lui-même l'a dit en 2010, était en morceaux. Il y avait déjà des différends et la plupart de ces différends prenaient leur source dans l'appréciation des uns ou des autres sur la longévité d'Etienne Tshisekedi. Beaucoup pensaient qu'il ne ferait pas long feu étant malade en Europe à l'époque. Et nous avons vu que même à sa disparition, il y a eu encore ces scissions qui se sont matérialisées. Il appartient, je crois, aux différents courants de bien réfléchir et de voir pourront-ils être forts divisés ou pourront-ils être plus forts et finalement matérialiser la vision d'Etienne Tshisekedi en étant une nouvelle fois unis. En ce qui concerne l'exercice du pouvoir proprement dit, je crois que Corneille l'a mentionné, le président sortant, Joseph Kabila, lors de sa dernière adresse à la nation, a appelé à une coalition des forces progressistes. Moi, personnellement, j'ai toujours regretté qu'Etienne Tshisekedi n'ait jamais voulu ou accepté de rencontrer Joseph Kabila. J'estime que, surtout après les élections de 2011, pour l'intérêt du pays, il aurait été nécessaire que ces deux personnes se rencontrent, parce que le fait, l'idée qu'il avait de Joseph Kabila ne permettait pas en fait cette rencontre. Mais Joseph Kabila, qui a l'expérience de gestion de ce pays durant les 20 dernières années, personne n'a autant d'expérience que lui sur la gestion du Congo pour les 20 dernières années. Je pense que cette coalition à laquelle il a appelé, malheureusement, a été mise à mal par le processus électoral en lui-même, qui est vicié depuis 2006 et qui n'arrive pas à réconcilier les Congolais. Donc il est urgent de réconcilier les Congolais autour d'un processus électoral futur, de sorte que les Congolais soient sûrs qu'ils n'ont pas reçu seulement le droit de voter,
mais le droit réel de choisir leurs dirigeants. Et je voudrais clôturer, chuter simplement en disant, il y a un aspect quand même de la lutte d'Etienne Tshisekedi qui pour moi est très important, mais dont on ne parle pas souvent, c'est que Etienne Tshisekedi tenait au respect du Congolais. C'est-à-dire que surtout, l'étranger respecte le Congolais, considère que le Congolais a aussi des droits et a aussi une valeur. Or, chaque fois, le positionnement des étrangers, principalement des Occidentaux, dans les crises congolaises, principalement les crises électorales, lui démontrait toujours que bon, ces pays ne respectaient pas encore le Congolais, ne considéraient pas que le Congolais avait des droits aussi inaliénables. Et ce qu'il leur réclamait souvent, c'était écoutez, ce que vous voulez imposer au Congo, est-ce que vous l'accepteriez chez vous? Je crois que cet aspect d'Etienne Tshisekedi patriote n'est pas assez mis en avant dans le sens de son héritage. C'est vrai que c'est une personne qui a commis des erreurs politiques, tout ça comme tout le monde. Et je crois que, vous savez, aujourd'hui, il y a une polémique autour du héros national ou pas héros national. Je vois, si vous lui aviez posé la question lui-même, est-ce que vous pensez que vous serez un héros national ou vous avez valeur d'un héros national? Il vous aurait répondu clairement, écoutez, je suis un homme avec mes qualités, avec mes défauts. Parce que le fait qu'il ait été un phénomène ou qu'il ait été une légende, en fait, il ne l'a pas cherché. Mm-hmm. Et il n'aimait pas non plus ce fanatisme des fois qui l'entourait. Parce qu'il voyait très bien le piège qu'il y avait dans ce fanatisme. C'est-à-dire que les gens pouvaient rater l'essentiel pour suivre ce qui est accessoire. Donc je crois que c'est un être humain qui a ses qualités, ses défauts, mais qui laisse quand même une trace indélébile non seulement dans l'histoire du pays, mais dans la vie de chacun. Et dans des cas pareils, il vaut mieux, c'est un peu comme les prophéties, tirer le bon. Vous retenez le bon et que le bon puisse vous aider dans votre propre marche. Madame Kabanga, vous aussi, vous pensez tirer le bon du Père et du Fils et pérenniser tout à fait. Je veux faire un petit rétropédalage. Donc déjà, j'aimerais quand même remettre en contexte que l'UDPS possède 54 fédérations à travers le monde. Donc, j'estime que je fais partie de la jeune génération. Mon père ne fut pas membre de l'UDPS, ma mère non plus. Il n'y a aucun membre de ma famille qui faisait partie de l'UDPS. Ce qui m'a attirée, tu me connais depuis longtemps, si je tombe comme un cheveu dans la soupe, c'est vraiment le fait que c'est possible d'intérioriser une idéologie. La majeure partie des activités politiques ou des acteurs politiques, à mon humble avis, n'ont pas réussi à faire pérenniser justement une idéologie. Celle que moi j'adopte aujourd'hui, celle de la démocratie, celle de l'unité, de l'union pour la démocratie et le progrès social. Juste avec ces sigles, on intègre des notions qui peuvent vraiment, véritablement changer toute une nation. Alors, à mon humble avis, je me dis que lorsqu'on parle de la gestion de Feu Etienne Tshisekedi, lorsqu'on parle de son héritage, c'est vraiment le fait que même à travers, à travers le monde, hein, dans des pays tellement loin, tels que le Canada, tels que, je sais pas moi, des pays en Asie ou à Londres, on arrive à faire transmettre cette idéologie à des personnes qui n'ont jamais vu cet individu, à des personnes qui n'ont jamais fréquenté. Nous ne l'avons pas fréquenté. Nous avons pu bénéficier de ce cours, de ce professeur qu'il a été. Alors, à mon humble avis, je pense qu'il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus noble que le fait de pouvoir transcender à travers le temps, de pouvoir offrir le don de soi à travers des personnes. Pour moi, aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec un quelconque fanatisme, mais c'est une réalité. Je me dis que c'est au-delà de la personne, ça devient d'esprit. Ça devient un don, ça devient un partage que l'on fait. Donc, dire que c'est quelque chose qui est mitigé au niveau de son héritage ou de sa gestion, je trouve ça très rabaissant. Puisqu'il y a ceux qui ne viennent pas de sa province, qui ne viennent pas de sa famille, mais qui intègrent complètement ce que cette personne a su donner de lui.
Certainement, parlons de l'UDPS, il y a 54 fédérations, il n'y a pas que l'UDPS Tshisekedi, il y en a eu, avant avec Kibasa et des 13 parlementaires, comme le disait notre monsieur de l'autre côté, excusez-moi. Monsieur Corneille Moulumba, excusez-moi. Mais seulement, on ne peut pas ausculter le fait qu'il y a un qui a retenu plus l'attention des autres personnes. Il a eu un parcours extraordinaire, un parcours unique dans ce pays, dans les contextes dans lesquels nous savons. Donc j'estime qu'à tout seigneur, tout honneur, il en vient de soi que l'on peut souligner cette personne comme étant une personne exceptionnelle qui, à travers sa personne, à travers son parcours, son langage, il a pu impacter des gens. Et je crois que même le fait qu'il ne soit plus là, ça va continuer puisqu'il y a des gens comme moi qui n'ont rien à voir avec lui, mais qui embrassent vraiment son parcours, qui embrassent son cheminement. Et on voit au niveau de la base comment est-ce que de plus en plus des jeunes viennent, des jeunes cherchent à comprendre, à savoir et à s'approprier sa lutte, à s'approprier sa cause. Et je crois que hier nous étions dans l'opposition, c'est vrai que c'était tout un combat, c'était un autre état d'esprit. Aujourd'hui nous sommes un parti au pouvoir, donc il y a énormément de choses qui vont changer. La peur des conflits internes actuellement n'est qu'une autre façade qui va tranquillement prendre son chemin, enfin qui va complètement disparaître, je veux dire, puisque aujourd'hui nous allons avoir non seulement les moyens humains, les moyens démocratiques et peut-être aussi des moyens financiers pour pouvoir mieux asseoir le parti à travers le pays, mais aussi à travers les 54 fédérations dans le monde. Donc, et pour chuter avec l'actuel président de la République, je disais, je suis de cette nouvelle génération qui n'a pas nécessairement fréquenté Feu Tshisekedi, mais nous avions toujours cette impression qu'il était très radical, qu'il n'était peut-être pas très diplomate. Et quelquefois, en rigolant, on se dit même, ah, ma mère me disait, ah, mon Abdou n'osera jamais pouvoir. Mais ceux qui l'ont côtoyé dit que ce n'était pas le cas. Hein? Ben voilà, écoutez, c'est vraiment ce que nous, on a pensé de la personne. Mais ce que nous voyons peut-être de son fils, c'est que il a l'air beaucoup plus conciliant, moins radical, ouvert, beaucoup plus ouvert peut-être à la nouveauté. Ce qui me pousse à dire que l'UDPS va vraiment se pérenniser au-delà de Félix Tshisekedi parce que ce n'est pas un parti familial non plus. Donc il y a d'autres personnes, d'autres courants qui vont venir, d'autres personnes qui vont s'imposer. Il y a des femmes aujourd'hui qui s'imposent au niveau de l'UDPS. Il y a cette jeunesse qui est assoiffée de vouloir pérenniser ce combat. Et vraiment, je crois sincèrement que l'avenir sera encore plus radieux. On pourra pérenniser. En Grande-Bretagne aussi, on est sûr qu'avec l'avènement du fils Tshisekedi, donc de Félix Tshisekedi, le combat d'Étienne Tshisekedi est assuré. Le peuple d'abord. Je pense d'abord, parce que le fils Félix Tshisekedi a évolué dans l'UDPS. Il a hérité toutes ces valeurs. Le valeur du père, c'est celui de la démocratie, celui de la politique communautaire, du social. Celui de la cohésion. Donc pratiquement ça c'était le message que Tshisekedi inspire à nous, la jeunesse de la Grande-Bretagne et la jeunesse congolaise en général. Pratiquement c'est ce qui est en train de faire Félix Tshisekedi. Je vraiment en passant, on devrait saluer aussi nombre de la diaspora qui aujourd'hui sont résidents grâce à l'UDPS. Ça, vous devez à l'UDPS. Félix Tshisekedi pourra pérenniser le combat de son père? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Déjà sur le plan du parti, il y a une mutation qui s'est faite. L'UDPS de Tshisekedi, d'Étienne Tshisekedi était un parti des masses. Aujourd'hui, ces partis tend à migrer vers un parti des cadres, bien qu'on sent encore des insuffisances, mais ça viendra avec les temps. Et sur le plan idéologique, la lutte de Félix d'Étienne Tshisekedi, c'était, d'après ce qu'on nous présentait, c'était qu'il voulait mettre en premier plan la population, voulait assez qu'il y ait l'éveil et qu'il y ait la démocratie. Le peuple d'abord. C'est ce qu'on nous disait, la démocratie. On se rend compte aujourd'hui, il y a une rupture même sur le plan conceptuel. Vous trouvez, il y a quelqu'un qui est contesté, mais qui ne fournit pas assez d'efforts pour convaincre les autres.
tout simplement parce qu'il y a une sorte d'autosuffisance, une politique autocentrée sur les intérêts des individus. Ce qui va déjà en contradiction avec la vision d'Étienne Tshisekedi. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que aujourd'hui, nous avons un débat sur la personne d'Étienne Tshisekedi. Sur le plan politique, c'est un leader de la rue. C'est-à-dire, on voit qu'il a la possibilité de drainer la masse, d'amener les gens vers sa philosophie. Mais sur le plan institutionnel, Étienne Tshisekedi n'existe pas. J'ai eu à poser cette question, bien que je n'ai pas eu de réponse. Sur le plan institutionnel, quel est l'apport d'Étienne Tshisekedi en ce qui concerne le fonctionnement de l'État? Quelle est sa vision sur le fonctionnement de l'État et quelles sont les réformes qu'il a pu amener? Jusque-là, on ne sent pas. Alors, on nous dit que non, il doit être héros national. En fait, nous comprenons, c'est justement qu'on voudrait profiter de la rente de la situation par le fait que le fils est président de la République. Il a la possibilité de prendre des actes au nom de tout le monde. Et on fait aujourd'hui de M. Étienne Tshisekedi héros national sans pour autant donner les raisons valables. C'est vrai qu'il y a le militant qui exige à ce que cela soit fait, mais on devrait en principe chercher aussi à voir si effectivement on doit avoir tous les pères des présidents de la République des héros nationaux, de lors que les valeurs que nous prenons vont en contradiction avec ce qu'il y a aujourd'hui. Eh bien, le jour où il y aura une autre personne qui va accéder à ces postes, certainement qu'il y aura un fils Mobutu qui viendra et qui fera de son père héros national. Et pourtant, nous contestons déjà le fond de la pensée, nous contestons déjà le passé de la personne, d'autant plus que non seulement il a participé dans les dysfonctionnements systémiques qu'il y a eu de 1960 en 1997. Et si on s'en tenait à sa fin? Non, mais la fin n'a rien changé. À l'après? En fait, le problème, c'est qu'il y a un virus amené dans le système. Et lorsqu'il a tenté de corriger ses erreurs, il a créé encore d'autres problèmes. Au commencement, c'était la sacralisation du pouvoir de Mobutu, avec leur fameuse constitution qui a privatisé pratiquement l'État. Et à la fin, il a utilisé la faiblesse de la base pour désacraliser le pouvoir de Mobutu. Et aujourd'hui, nous sentons qu'il y a blocage. Fort malheureusement, tout le monde aujourd'hui a tendance à ne pas s'attaquer à cet aspect de choses, tout simplement parce qu'on ne s'attaque pas aux morts. C'est vrai, mais la vérité reste la vérité. Aujourd'hui, M. Étienne Tshisekedi fait partie du problème congolais. Et qu'en est-il de son degré de démocratie? Non, mais la démocratie, de cette ouverture. La démocratie, c'est une culture. Commençons d'abord à juger. Commençons d'abord à juger ces degrés de démocratie au sein de son parti. Parce que lorsqu'on voit certains leaders qui ont commencé avec lui, qui ont été mis de côté, lorsqu'on voit des actes de gens, nous prenons acte de votre auto-exclusion, ce n'est pas la démocratie. Il faut qu'il y ait la démocratie au cœur du parti pour que l'on dise qu'effectivement c'est la démocratie. Donc là, ça veut dire que les UDPS doivent quand même dire un mot. Oui. 15 secondes. Madame, là, je suis un peu désolé de ne pas se rendre compte de l'avancée politique que ce monsieur-là a fait aux Congolais. Regardez un instant, monsieur. Regardez seulement l'Afrique centrale. C'est vrai, le Congo, on est parmi les derniers, comme on dit, mais en avancée démocratique. Prenez-nous, comparez-nous aux Angolais, comparez-nous aux Rwandais. On est fort en avance démocratiquement grâce à M. Tshisekedi. Tout à fait. En fait, moi, je répondais un peu sur la gestion. J'estime que lorsqu'on travaille dans la gestion publique, on n'a pas place à l'innovation. À moins qu'on soit accusé de mégestion. Monsieur doit nous prouver si M. Étienne Tshisekedi a été accusé de mégestion. S'il n'a pas été, il n'a fait que ce qu'il devait faire comme travail. Il n'avait pas place à l'innovation. De quelle réforme parle? Mais les résultats sont que pendant qu'il travaillait, il n'a pas été accusé de malversation ou de mégestion. Donc je pense que c'est vraiment aller chercher les poux dans les cheveux de quelqu'un. Ça n'a rien à voir. Donc, et puis pour dire que voilà, il est le problème du Congolais, comme je dis, c'est la démocratie, à chacun de voir, hein, chacun prêche pour son église. Voilà le niveau de démocratie, n'est-ce pas? On la doit à M. Étienne Tshisekedi. Okay. Alors ça va être la fin. M. Moulouba veut dire quelque chose. Oui. Parce qu'il semble qu'après... Je pense que le président Tshisekedi va très certainement, je l'espère, rendre un tout dernier grand service à la nation et à son parti. J'espère en tout cas que les membres de ce parti politique, puisque la politique est un jeu de rapport de force, qu'on profite de le retour
du corps du président Tshisekedi pour se remettre ensemble, pour renforcer l'UDPS. Parce que si nous voulons peser dans la vie politique nationale, il faut être fort. On peut être fort politiquement, bien organisé, bien structuré. Il y a 3-4 UDPS, on a fait allusion. Ce sont uniquement des égaux. Parce qu'aucune de ces UDPS n'a un projet de société différent, n'a un logo différent. Donc, puisque ce n'est qu'un problème des individus, des intérêts privés, des égaux, mettons-nous ensemble, profitons de ce retour du corps du président Tshisekedi pour aller nous incliner ensemble, alors on pourra repartir d'un bon pied. Voilà les langages du sage. Hein. Après ça, on n'a plus rien à ajouter, n'est-ce pas? Sinon que célébrer souhaiter des bonnes célébrations aux Congolais, parce qu'on voudrait le rapatriement de cette dépouille mortelle comme un moment qui nous unisse une nouvelle fois, parce que le pays en a besoin pour sa démocratie, pour un redémarrage. On vous remercie, vous, pour votre disponibilité. De toute façon, vous avez contribué à l'histoire, hein, n'est-ce pas? Alain Boma, merci. Merci, Julie Sefou. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous renouveler votre confiance, des bonnes célébrations et que vive la démocratie, n'est-ce pas? À très vite, au revoir. Solo,